J'arrive à l'aéroport et là on m'accueille avec une petite pancarte avec mon nom. C'était la première fois que ça m'arrivait, j'étais tout content. Il était tard, hein, il devait être déjà dans les 21h, 22h. Il faisait sombre, je sors, je rentre dans la voiture du chauffeur. Et là on commence à rouler, on roule, ça fait déjà 45 minutes qu'on roule. Et là je suis en train de me dire, c'est quand même bizarre, je veux dire on s'éloigne fortement, j'ai l'impression. Il y a 45 minutes qu'on roule, je connais pas la personne qui est en train de me conduire. Je viens pour investiguer sur une boîte mail qui a été compromise, sur laquelle je sais qu'on lui a prévenu que j'allais arriver. Peut-être que je vais mourir. On entend tous parler de cyberattaques et de gangs de hackers, mais on n'entend jamais parler de ceux qui volent au secours des victimes. Et pourtant, ils sont nombreux, ceux qui constituent notre armée de défense dans le monde du numérique. Et pour ce premier talk show, j'ai pris la liberté d'en inviter 3 d'entre eux que je côtoie quotidiennement puisque l'on travaille ensemble dans la même entreprise. Et je peux vous dire que les pauses déjeuner ont pris une nouvelle tournure depuis qu'ils nous ont rejoints. Avant, on parlait de crypto et des dernières nouveautés Apple. Maintenant, on parle de réponses aux incidents qui ne se sont pas passés comme prévu. Ils ont toujours des anecdotes assez incroyables à raconter sur leur métier. Et j'ai voulu les rendre accessibles à tous parce qu'elles sont vraiment croustillantes, invraisemblables et passionnantes. Parfois, ça me donne même envie de me reconvertir. Donc, si vous cherchez un métier passion que vous pouvez exercer toute votre vie, devenez consultant en cybersécurité ou CERT manager. Vos pauses déjeuner ne seront plus jamais les mêmes puisque vous allez briller en société, à la seule condition bien sûr que tout ceci reste dans l'anonymat le plus complet pour les tiers concernés. Ils le font très bien, ils sont très forts. Je vous laisse écouter Vincent Nguyen, Antoine Vallée et Xavier Gérondeau dans le premier talk show du monde de la cyber. Bienvenue dans le premier talk show du monde de la cyber. Pour cette première édition, je suis en présence de 3 super-héros du monde de la cybersécurité. Je les appelle aussi les cyber-héros et je nomme Vincent Nguyen, Antoine Vallée et Xavier Gérondeau. Bienvenue à vous 3 dans le podcast. Je suis ravie de vous avoir ici pour inaugurer ce nouveau format. Vous êtes tous les 3 membres du CERT Stoic. Un CERT, normalement, si vous avez suivi le podcast depuis quelques mois, vous savez ce que c'est. CERT, Computer Emergency Response Team. Donc, c'est l'équipe de réponse aux incidents de sécurité, ceux qui volent au secours des entreprises qui se font attaquer. C'est pour ça que je les appelle les cyber-héros. Certains les appellent aussi les pompiers de la cybersécurité. Comme ça, c'est très imagé et tout le monde comprend. Vous venez tous les 3 du célèbre cabinet de conseil Wavestone et si je vous ai invité ici aujourd'hui, c'est pour que vous partagiez vos meilleures anecdotes de réponse aux incidents ou autrement dit de cyberattaques que vous avez dû gérer au cours de vos différentes expériences. On va donc parler de tests d'intrusion, simulation d'attaque, gestion d'incidents. Je pense qu'après cet épisode, tout le monde aura compris ce que c'est le métier de CERT manager et à quoi ça sert un CERT. Je précise que tout ce qui va être raconté ici le sera de manière complètement anonyme pour les entreprises et pour les personnes qui les ont vécues. Ce sont des histoires vraies et pour se lancer, on va d'abord faire un rapide tour de table. On va commencer par toi. Antoine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, merci Leslie, bonjour à tous. De mon côté, donc Antoine Vallée, j'ai fait ma formation à l'EPITA, comme mes collègues ici présents qui vous en parleront. Et ensuite, j'ai rejoint Wavestone, où j'ai travaillé pendant quasiment 7 ans, avec 2 casquettes. Une casquette en tant que responsable des opérations du CERT Wavestone et une deuxième casquette en tant que manager au sein de l'offre audit de Wavestone. Donc finalement, une casquette offensive et une deuxième casquette plus orientée défensif, là où on allait aider nos clients en cas d'attaque. Et juste par curiosité, comment est-ce que tu t'es intéressé à ces sujets ? Comment tu es arrivé dans le monde de la cybersécurité ? Je pense comme beaucoup, l'attrait de la curiosité, l'attrait un peu d'un milieu finalement assez secret, et qui initialement, déjà, il y a très peu de formations sur les sujets. Il y avait très peu de formations, il y en a de plus en plus, heureusement. Et c'était un domaine qui m'a toujours un petit peu attiré. Voilà, j'avais un background, un historique finalement très technique, que ce soit du côté développement, que ce soit même dans la compréhension des systèmes. Et j'ai voulu apprendre à comment finalement on casse les choses qu'on construit. C'était toujours un petit peu cet état d'esprit de vraiment comprendre comment tout était construit pour mieux le déconstruire et voir si on pouvait Et mieux le reconstruire. ça, et mieux le reconstruire et trouver potentiellement aussi les failles dans ce qui avait été construit. Donc voilà, c'est tout cet intérêt qui m'a amené un peu dans le milieu, après de fil en aiguille, de conférences passionnantes dont Monsieur Nguyen, ici présent, m'avait fait part quand j'étais en école d'ingénieur, et d'autres cours aussi intéressants, notamment de personnes de l'ANSSI à l'époque, etc.
Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. On va passer à toi Xavier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et nous dire aussi comment tu t'es intéressé au sujet de cybersécurité? Bien entendu, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Xavier Gérondeau, alors ça va faire un petit peu redite, tout simplement parce que Antoine et moi on a eu un parcours très similaire. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés au premier jour de la rentrée d'Epita il y a maintenant 12 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et on s'est plus ou moins jamais quitté depuis. On est arrivé le même jour à Wavestone avec le même sujet de stage et on a posé notre démission de Wavestone le même jour pour rejoindre Stoic. Donc comme tu peux l'imaginer, un parcours qui va faire écho à celui d'Antoine, avec pareil, les deux casquettes assez similaires, donc de l'audit, de la prévention, accompagner des clients pour éviter les attaques, et de la réponse à incidents au sein du CERT de Wavestone, à l'époque sous la responsabilité de Monsieur Nguyen ici présent, pour les accompagner si malheureusement la prévention n'a pas été suffisante. Donc en fait, en plus d'être collègues, vous êtes tous les trois plutôt bons amis aussi avec tout ce que vous avez partagé ensemble, d'après ce que je comprends. Tout à fait. Et justement, on est là pour que vous nous racontiez un petit peu ces histoires assez incroyables et insolites que vous avez vécues de par le métier que vous exercez aujourd'hui. Tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui au sein de Stoic. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui au sein de Stoic, donc on a des casquettes assez similaires. Alors dans les activités au quotidien, ça a un petit peu changé, mais on fait toujours de la prévention. Donc la prévention, à l'époque, c'était via, donc, comme je l'évoquais, de l'audit ou des tests d'intrusion. On aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, au sein de Stoic, on ne va pas faire de l'audit, on ne va pas faire des tests d'intrusion, mais on va avoir un certain nombre d'outils qu'on met à disposition de nos assurés pour qu'ils puissent évaluer leur niveau de sécurité, pour qu'ils puissent limiter les risques sur leur système d'information. Et puis, on va être amené parfois à faire des ateliers avec eux, à les avoir lors de conférences ou lors d'ateliers qu'on peut être amené à organiser, où on va... alors, je vous demande une petite seconde, je suis d'astreinte aujourd'hui, justement, et mon téléphone sonne. Donc, mais ce n'est pas l'astreinte, donc on est bon. Toutes mes excuses, mais voilà, donc toujours la partie prévention avec du développement d'outils, avec des échanges qu'on peut avoir avec nos assurés pour augmenter leur niveau de sécurité. Et puis, bien évidemment, cette deuxième casquette qui, elle, n'a pas changé, donc de la réponse à incident, lorsque nos assurés se font compromettre, on peut être amené à être appelé sur le numéro d'astreinte. Et là, c'est l'un d'entre nous qui va décrocher, qui va fournir les premiers éléments, les gestes de premier secours, et puis potentiellement donc se déplacer pour gérer la crise chez l'assuré. Les gestes de premier secours. Vous voyez, j'ai pas menti quand je disais pompier de la cybersécurité. Merci Antoine. Vincent, tu es un peu notre cyberstar du jour. Tu es très connu dans le monde de la cybersécurité. Tu es connu aussi sous le nom de Batman de la cybersécurité parce que tu as notamment monté le CERT de Wavestone et aujourd'hui tu es le directeur du CERT de Stoic. Bravo pour ton parcours et surtout pour toutes les entreprises que tu as sauvées des cybermalfaiteurs ces dernières années, que vous avez sauvées tous ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de dossier de cyberattaque que tu ne connais pas. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à travailler dans ce milieu ? Eh bien, c'est très simple. J'avais entre 10-12 ans, donc c'était il y a vraiment déjà très longtemps. Et vers 10-12 ans, j'ai dû faire mon premier site web. Ah oui, donc toi, tu fais partie des gens, si tu n'as pas codé depuis que tu as 3 ans et demi. Exactement. Tu n'as pas travaillé dans la cyber. Très bien. Exactement. Donc là, nous avons le cliché en face de nous. Parfait. J'ai pas pris mon hoodie, désolé. Mais oui, vers 10-12 ans, j'ai dû faire mon premier site web et très rapidement, il a été attaqué. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Et donc, du coup, j'ai voulu creuser pour comprendre justement qu'est-ce qui s'était passé. J'ai donc découvert le monde offensif, le monde défensif également, et ça m'a énormément plu. Et donc, j'ai voulu continuer à travailler dans l'informatique, tout d'abord, et puis très rapidement dans la cybersécurité, même si ça ne s'appelait pas la cybersécurité à l'époque, la sécurité de l'information, la sécurité informatique, ce genre de choses-là. Et donc, je me suis renseigné sur les études qui me permettaient de réaliser ce type de métier-là, même si je ne savais pas exactement ce que ça pouvait être par la suite. Et lors d'un forum étudiant, alors j'étais en 3e, mon école m'a amené à un forum étudiant où je suis tombé sur le stand de l'EPITA. La fameuse EPITA, où j'ai vu du coup qu'il y avait des étudiants qui avaient l'air très intéressants, très sympas, très passionnés par le métier de l'informatique. Et surtout, j'ai découvert qu'il y avait une spécialisation sécurité. Et là, je me suis dit, ok, c'est là que je veux aller. Et donc, j'ai embêté mes parents pour réussir à finalement rejoindre EPITA. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer finalement dans, pour moi, le monde de la cyber à ce moment-là. Plus officiellement, j'ai envie de dire. Ce qui m'a amené
quelques années plus tard à rejoindre du coup un cabinet qui s'appelait Solucom, qui est devenu depuis Wavestone, où j'ai fait mes classes, où j'ai appris également le métier d'auditeur, un peu avant du coup mes collègues, où j'ai pu avoir la chance de fonder du coup l'équipe de réponse à incidents de sécurité de gestion de crise. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, Vincent. On va se lancer dans le vif du sujet et donc j'ai hâte d'entendre vos petites anecdotes, petites ou grandes anecdotes, de cyberattaques que vous avez dû gérer durant les dernières années. On va commencer par toi, Xavier. Si tu avais une histoire donc, à raconter, ce serait laquelle? Je suis sûre que tu en as plein. Et donc là, tu en as choisi une spécifiquement pour cette émission. Effectivement. L'histoire, en tout cas, moi, qui me vient à l'esprit et qui me semble être assez intéressante sur pas mal d'aspects, c'est l'histoire que j'aime bien appeler l'histoire du collectionneur. C'est une réponse à un incident, enfin, une investigation, en tout cas, qui a eu lieu il y a plusieurs années de cela. Je descendais tout juste de l'avion, je rentrais de vacances, je me souviens, un dimanche soir, et Vincent m'appelle et me dit: est-ce que tu serais dispo pour reprendre l'avion? Je lui dis, ça tombe plutôt bien, je suis à l'aéroport. Et il me dit, on aurait besoin que demain matin, tu ailles chez un client pour aller faire une copie de disque dur. Donc, quand on parle de CERT, on peut être amené effectivement à faire des réponses à incidents sur des attaques en cours, mais on peut également faire ce qu'on va appeler du forensic. Donc, de toute manière faire du forensic, mais en tout cas faire du forensic pour d'autres raisons. Qu'est-ce que c'est du forensic? Est-ce que tu peux l'expliquer? Du forensic, ça va regrouper toutes les activités et tout ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur un système informatique a posteriori. Qui s'est fait attaquer? Alors, soit qui s'est fait attaquer, mais pas forcément. Typiquement, si moi, demain, je copie des données sur une clé USB depuis mon ordinateur professionnel. C'est une forme d'attaque, mais c'est pas l'attaque dans le sens auquel tu peux y penser lorsque tu vas dire je me suis fait attaquer. Et ça peut être intéressant de faire du forensic pour dire oh là là, attention, Xavier, il a copié des données de Stoic sur une clé USB et il est rentré chez lui avec. Donc là, on va faire du forensic, on va comprendre ce qui s'est passé et on va dire ah bah non, là, Xavier, on voit qu'il a copié des données sur une clé USB externe. Je sais pas si ça te va comme définition, Vincent. C'est très très bien. Je voulais juste rajouter que si tu fais ça, tu auras affaire à moi, bien sûr. Effectivement, bien évidemment. Et donc là, l'objectif, Vincent me dit, c'est d'aller chez le client pour faire une copie du disque dur. Donc la copie du disque dur, c'est vraiment la toute première étape, l'étape préalable pour pouvoir commencer à faire une investigation. On ne va jamais faire, en tout cas, on va éviter de faire une investigation directement sur un disque dur original, parce qu'on ne veut pas modifier ce qui s'est passé dessus. Typiquement, si quelqu'un est accusé d'avoir copié des données sur une clé USB, si je reprends mon exemple, on va lui dire très bien, tu vas garder ton disque dur, mais je vais en faire une copie et les investigations, je vais les faire sur cette copie. Okay. Et non seulement je vais faire une copie, mais en plus, si jamais mon employeur est très fâché avec moi et qu'il envisage de lancer des poursuites, on va faire une copie devant un huissier de justice pour démontrer que lors de la copie, les experts du CERT n'ont pas modifié le contenu du disque dur. Et le fait d'avoir plusieurs copies fait que la partie adverse, donc la partie qui est incriminée, peut également peut solliciter une investigation de son côté sur la même base. Et on pourra s'assurer que les investigations sont faites sur la même base parce que ce sera la même copie. Exactement. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi tu devais faire ça? Alors, j'aurais bien aimé pouvoir te l'expliquer, mais à ce moment de l'histoire, je n'avais pas forcément compris pourquoi je devais faire une copie. Tout ce que je savais, c'est qu'un client souhaitait qu'on fasse une copie du disque dur d'un de ses employés pour de potentielles poursuites qui auraient lieu, mais je ne savais pas quelle typologie de poursuite, je ne savais pas pourquoi on devait faire la copie, et je ne savais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'on allait devoir chercher finalement, qu'est-ce qu'on allait investiguer sur ce disque dur. D'accord, tu as très peu d'infos. Et moi, les informations que j'avais eues n'étaient pas plus avancées que ça. Effectivement, quand j'ai briefé Xavier là-dessus, c'était écoute Vincent, on a donc c'est le client qui m'appelait. On me dit écoute Vincent, on a dans cette région, on a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas exactement quoi. On a besoin de faire la copie pour investiguer dessus et déterminer les actions malveillantes, suspectes, qui ont pu être effectuées dessus. À peu près tout ce qu'on avait à ce moment-là. D'accord. On a hâte d'entendre la suite. Donc je passe chercher le matériel nécessaire. Alors pour faire une copie, il y a du matériel un peu spécialisé. C'est-à-dire on va utiliser, c'était un tableau à l'époque, c'est ça le nom de l'outil. Donc c'est vraiment une grosse sorte de machine où il y a des câbles à gauche, des câbles à droite. Tu branches le disque que tu veux copier à gauche, tu branches un disque vierge à droite et en cliquant sur 3 petits boutons assez jolis, ça lance une copie qui est exactement identique à l'original. Très bien. Donc je vais chercher le différent matériel, je vais chercher
théoriquement tous les outils qui auraient dû être nécessaires pour faire la copie. Je vois que Vincent sourit, l'histoire me donnera tort, mais bon. Et je prends donc l'avion pour aller chez ce client. Déjà, donc, première petite problématique, c'est que j'arrive sur place et la valise qui contient donc le tableau. Donc, le tableau, c'est vraiment du matos qui vaut. Alors, je ne connais pas le prix exact, je crois que c'est toi qui l'avais acheté à l'époque, mais ça se compte en quelques. On était dans les 2500, 3000 euros, je crois. Ouais, quelques milliers d'euros. Mhm. Donc, quand tu descends de l'avion, Et qu'il y a pas ta là, valise. il n'y a pas ta valise dans laquelle il y a le matos qui vaut 3000 euros et qu'en Ça plus, commence c'est pas bien. le matos qui va te Ouais. permettre de faire ta copie, tu te dis, c'est mal barré. Ils me disent, pas de problème, on l'aura d'ici quelques heures, on vous la livrera. Je me dis, très bon. J'attends, au bout de 3-4 heures, effectivement, la valise arrive, donc sauvée par le gong. Je prends la valise et je dois aller à la Fnac pour acheter un disque dur, tout simplement, parce que pour faire une copie sur un disque dur, il faut un disque dur vierge, mais il faut aussi un disque dur vierge sous-scellé, pour bien démontrer que le disque dur ne contenait pas déjà des données au moment de la copie. Et ça, le huissier le vérifie aussi. Ça, j'imagine. l'huissier le vérifie, bien D'accord. évidemment. Ok. Et donc là, j'arrive à la Fnac, et c'était à l'époque où il y avait des vigiles un peu partout qui vérifiaient tout. Et donc c'était déjà un petit peu problématique parce que le vigile me demande d'ouvrir le tableau. Donc le tableau, c'est vraiment dans une sorte de valise métallique fermée par un verrou, qui impressionne un petit peu. Et donc Donc là, je- tu te fais passer pour un agent secret. Et non, mais surtout qui là, essaye de j'ouvre le truc. hacker la Et le Fnac. mec voit une sorte de machine terrifiante avec des câbles rouges, bleus et verts d'un côté, des câbles de l'autre côté. Et en fait, il était persuadé que c'était une bombe. Et donc, il a appelé son Mais non. responsable en disant, mais attendez, là, vous rentrez pas avec ça. Non, mais qu'est-ce que vous Oui, faites? donc ça sonne au portique, en Ça fait. sonne au portique. et c'est un petit peu impressionnant comme matos. Donc déjà, j'ai dû négocier pour pouvoir rentrer dans la Fnac. Donc déjà, première petite aventure, ne serait-ce que pour avoir un disque dur vierge. Et au bout d'effectivement une heure et demie, j'arrive à ressortir de la Fnac avec mon disque dur. Bon, ça c'était premier jour et la copie devait avoir lieu le lendemain. Donc le lendemain arrive, j'arrive chez le client. Là, d'autres problématiques, effectivement, le client nous avait indiqué que le disque dur était un certain format, donc j'avais pris les adaptateurs pour ce format-là. Bien évidemment, le disque dur n'était pas à ce format-là, et donc je n'avais pas le matériel pour faire la copie. On a changé les procédures suite à ça. C'est dans tous les cas, on prend tout le matériel qui est à disposition. Ouais. C'est un peu plus lourd, mais ça évite ce genre de situation. Bref, toujours est-il, j'arrive finalement au bout de... Je pense qu'on avait dû se débrouiller, on avait dû être au téléphone pendant 1 heure ou 2 pour trouver un moyen de contourner la problématique. C'est pas grave, on arrive à faire les copies. Donc une copie pour l'accusé, une copie pour l'employeur et une copie pour nous, pour réaliser les investigations. Et donc moi j'ai ma copie, je suis content. Et avant de partir, je vais voir le client à part et je lui dis, bon, bah voilà, on a la copie qui a été réalisée, comme je le disais, devant un huissier de justice. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que c'est bien d'avoir une copie, mais il y a un moment... Toi, t'as fait ta partie du travail. Maintenant, comment on Qu'est-ce qu'on avance? cherche? Et là, le client me dit, je peux pas vous dire. Alors, je lui dis, bah, d'accord, vous pouvez pas me dire, mais je vous avoue que si on cherche, mais qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, ça va grandement complexifier notre capacité à trouver quelque chose, quoi que ce soit. Il me dit, ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué si on vous dit pas ce que vous cherchez. Apparemment, il aurait volé des photos confidentielles. Alors, je ne vais pas donner le domaine dans lequel travaillait ce client, mais si c'était de l'aéronautique, si c'était une entreprise qui faisait de l'ingénierie, de moteurs ou que sais-je, on aurait pu imaginer des photos de prototypes. Là, c'était vraiment complètement un domaine auquel les photos n'avaient pas beaucoup de sens. C'est un petit peu étonnant, bon, pas grave. Je vois que le client n'est pas prêt à m'en dire plus, donc je reprends mon petit disque dur, je reprends l'avion pour Paris et je rentre. Et donc là, on commence les investigations sur le disque dur de celui que j'appellerais donc le collectionneur. Et on se rend compte qu'il contient, je pense, des centaines et des centaines de gigas de pornographie. Donc, D'accord. étonnant, surtout sur un ordinateur professionnel. Par contre, de là à faire une copie devant huissier pour engager potentiellement des poursuites, c'est vrai que il y avait un écart étonnant entre, on va dire, la problématique et les moyens engagés par notre client. La crainte de mon côté, c'était pas que le côté pornographique, c'était le côté pédopornographique qu'on avait malheureusement aussi déjà eu au préalable. Pas sur le même client, pas sur la même affaire, sujet etc. aussi récurrent dans un la autre cyber. sujet, effectivement. Donc ça, c'était ma crainte, c'est qu'on tombe à un moment sur ce type d'image et là, du coup, ça aurait été encore plus compliqué. Je viens de dire coup de chance, entre guillemets. On n'est pas tombé sur ce type d'image, mais on n'a pas forcément tout de suite compris ce qu'on cherchait. Donc, si c'était de trouver la pornographie, vu que c'était 80% du disque dur,
C'est sûr qu'on allait la trouver, mais au demeurant, c'était un petit peu... En tout cas, c'est ce qu'on pensait être tout ce qu'on allait trouver. Donc Et- vous avez reporté ça au client. Alors, Ce qu'on a trouvé, on a c'est ça? continué un petit peu les investigations avant de revenir vers le client. Il y avait 2 éléments qui étaient un petit peu étonnants dans cette histoire. Le premier élément, c'était que la pornographie était extrêmement bien triée et hiérarchisée. C'est-à-dire qu'on avait des dossiers avec des noms qu'on ne comprenait pas forcément, mais vraiment des dossiers, des sous-dossiers, Il y avait eu du il travail y avait eu un vraiment travail réalisé. Ouais. monumental pour cartographier finalement toutes ces images pornographiques. Eh oui. Et puis, au milieu de ces dossiers pornographiques, on tombe sur un document Word. Là, c'est un petit peu étonnant. Et en investiguant le document Word, on se rend compte que c'est un extrait d'une conversation d'un homme et d'une femme sur un site de rencontre extra-conjugale. Étonnant. Mais ce qui était surtout étonnant, c'est qu'on se rend compte que l'homme en question est un employé de notre client. C'est un employé de notre client, mais ce n'est pas celui qu'on appelle donc le collectionneur. Autrement dit, c'était un collègue du collectionneur C'est un autre employé. qui Ok. discutait avec une femme sur un site de rencontre extra-conjugale et qui disait bon bah voilà, envoie-moi des messages sur mon numéro de téléphone professionnel, comme ça ma femme ne s'en rendra pas compte. Et donc on se pose la question, à juste titre, comment le collectionneur a-t-il obtenu cette conversation de toute évidence extrêmement personnelle, intime, d'un de ses collègues? Sachant que le collectionneur n'est pas la femme avec qui il discutait. Le collectionneur n'était ni la femme ni l'homme dans cette C'est bien de conversation. préciser. Très très bonne remarque. Et à ce stade, vous ne savez toujours pas ce que vous cherchez. C'est toujours pas ce qu'on cherche, mais ça nous met quand même la puce à l'oreille et on se rend compte qu'en fait, et donc c'était la réalisation assez terrifiante, que finalement l'ensemble des dossiers qu'on voyait, donc cette hiérarchisation que j'évoquais tout à l'heure, correspondait à un des collègues du collectionneur. Et donc on a eu l'explication au final. Le collectionneur était un administrateur système, donc il avait des droits assez privilégiés sur le système d'information de notre client. Et la nuit, ou en tout cas le soir, il se connectait sur les ordinateurs de tous ses collègues et il allait essayer de chercher des informations compromettantes. Et notamment, comme tu peux l'imaginer, des photos qui pourraient être dénudées ou des photos intimes. Et donc, comment il y arrivait? Parce que j'ai envie de me dire, sur mon ordinateur professionnel, normalement, je n'ai pas de photos intimes de moi-même. Ouais, voilà. Est-ce que c'est vraiment si courant? Non, c'est très rare. Par contre, les gens vont avoir un téléphone portable, vont prendre des photos potentiellement intimes. Et pour peu que tu aies activé la synchronisation avec ton cloud Google ou la synchronisation avec ton mon cloud Dieu, il Apple, faut se méfier de tout. et que une fois depuis ton ordinateur personnel, tu te sois dit ah bah je vais aller voir mes mails sur Gmail, mes mails personnels. Et bah tu t'es donc connecté depuis ton ordinateur professionnel sur ton compte Gmail personnel. Et sur ton compte Gmail personnel, qu'est-ce qu'il y a? Bah, potentiellement toutes tes photos intimes qui sont synchronisées. Et donc ce que faisait, du coup un peu plus courant. ce qui est effectivement Disons-le. un peu plus courant. Et donc ce que faisait ce collectionneur, c'était tout simplement se connecter sur les ordinateurs de ses collègues, accéder au compte Gmail ou iCloud de ses collègues et extraire toutes les photos qui étaient intéressantes pour lui en tout cas. Et dans quel intérêt donc? Alors, moi, l'hypothèse, sur les aspects purement, les suites judiciaires qui ont été données à l'histoire, je t'avoue que là, on n'a pas forcément suivi, c'était un petit peu en dehors de notre responsabilité, mais vu qu'il y avait ce fameux document Word avec une conversation intime, mais qui n'était pas des photos intimes, c'était vraiment juste des informations intimes, l'hypothèse la plus probable, peut-être que Vincent en aura une autre, mais c'est que c'était pour faire du chantage, pour faire du blackmail, de dire j'ai vu que tu parles avec quelqu'un sur un site de rencontre extra-conjugale, si tu veux pas que j'en parle à ta femme, donne-moi je ne sais quelle somme d'argent. D'accord. Sachant qu'il ne l'avait jamais fait, a priori, en tout cas, le chantage. Moi, je parierais plutôt sur du voyeurisme simple. Ouais, mais du coup, pourquoi le document Word? Parce que voyeurisme, tu t'arrêtes. Pour raconter une histoire autour Voilà. des photos. Ça, c'est parti de son c'est trip. possible aussi. Et vous avez jamais su, du coup, quelle était la demande du client? La demande, c'était effectivement de confirmer qu'il y avait un vol de photos D'accord, parce qu'ils avaient extrêmement un doute. intimes, personnelles. Tout à fait, ils avaient un Ils doute. avaient un doute et ils vous ont demandé d'investiguer Tout sans à vous fait. dire sur quoi pour voir si vous alliez trouver quelque chose. Tout à fait. Donc, mission accomplie. Effectivement. Et donc l'histoire s'est arrêtée là, mais c'est effectivement une histoire assez intéressante parce qu'elle pose plein de questions, notamment sur la gestion qu'on a de nos données personnelles ou la gestion qu'on pense avoir de nos données personnelles et la séparation entre les données personnelles et les données professionnelles, notamment
lorsqu'on est amené à utiliser un périphérique professionnel pour un usage, j'ai envie de dire, double. Oui, je pense que c'est une bonne leçon et je pense que nos auditeurs sont en train de vérifier si leur compte iCloud est synchronisé ou pas avec leur ordinateur pro. Non, mais c'est une vraie question, c'est vrai. J'y avais pas pensé du tout à ce genre de cas. Et le fait aussi qu'un collègue puisse faire du chantage contre d'autres collègues en utilisant ces techniques de hacking, finalement, c'est du hack. C'est assez curieux, oui. La malveillance à terme, ça reste un sujet. Hein. Il ne faut pas penser que les attaquants sont tous des gens à l'autre bout du monde dans une cave avec une capuche. Parfois, malheureusement, les attaquants peuvent faire partie du personnel. Assis juste à côté de toi. Regardez vos voisins. Potentiellement. D'où l'importance d'avoir plusieurs niveaux de protection, d'avoir de la surveillance, d'avoir des alertes pour se dire si demain, soit un collègue, un administrateur se fait pirater ou soit un administrateur est volontairement malveillant, il faut rapidement se rendre compte justement pour éviter ce genre de scénario. Merci Xavier pour cette première histoire. Je vous propose de passer à Vincent pour une seconde histoire. Qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui, Vincent? Une petite anecdote Parler de vacances. Tu nous emmènes à Majorque? Exactement, je vous emmène à Majorque. Parfait. Moi aussi, j'ai envie de rester un petit peu en vacances. Vas-y, avec plaisir. Je trouve que c'est fort à propos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait été appelé par, non pas un client directement, mais par un partenaire qui était au UK. Ce partenaire du coup, mon ancien employeur nous indique que un de ses clients, a priori, vient de perdre 1,5 million à peu près d'euros à cause d'une fausse facture qu'il a payée. Ok, très bien. Ça, c'est le détournement de fonds classique. Détournement de fonds classique. On se demande donc qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu se produire. Grosse somme quand même. Hein. Grosse somme, ouais, c'est grosse somme. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc on regarde assez rapidement, on comprend qu'effectivement, il y a une compromission d'une boîte mail. Il y a eu un faux mail du coup qui a été fait, qui est une facture tout simplement réelle sur laquelle l'attaquant a modifié les coordonnées bancaires. Jusque-là, très classique. Sauf que du coup, c'était tout nouveau, hein, la cybersécurité pour cette organisation-là, même s'ils font beaucoup d'argent, c'était assez nouveau pour eux. Et surtout, ils nous demandent quand même de faire une investigation pour comprendre finalement comment la boîte mail a été compromise, comment ça se fait qu'ils ont réussi à avoir la facture légitime, comment ça se fait qu'il y avait la signature du responsable local sur cette facture-là. Voilà, donc plein de questions. Et donc on se pose la question d'aller faire une investigation sur site. Donc on se prépare, en tout cas moi je me prépare parce que j'allais être le seul à aller sur place. Je me prépare à y aller. Et puis en fait, plus de son, plus d'image pendant quasiment 2 semaines, de la part de la victime, de la part du partenaire également au UK. Donc très bien, je reprends mon activité normale. Et d'un coup, on m'appelle et on me dit faut y aller. Ok, mais quand? Là maintenant. En fait là je suis chez un autre client, je suis en train de bosser. Ce que je fais, tu rentres chez toi, tu fais ton sac et tu y vas. En fait, dans votre métier, vous vous déplacez hyper souvent. On aurait l'impression que tout se passe devant l'ordi depuis un bureau, mais j'ai l'impression que vous sautez dans l'avion assez souvent. C'est avant mars 2020. Avant le Covid, ouais. Ah bon, d'accord. Pour être honnête, avant le Covid, autant sur la partie réponse à incident et sur la partie offensive, donc on l'a évoqué tout à l'heure sur les audits, les tests d'intrusion. Avant le Covid, les clients disaient mais non, si vous voulez faire des tests d'intrusion sur notre système d'information, vous pouvez le faire que depuis nos locaux, que si vous êtes là, que si vous êtes à côté de nous. Puis il y a eu le Covid, et du jour au lendemain, comme beaucoup d'entreprises, les clients se sont rendus compte qu'ils avaient quand même besoin de s'assurer de leur niveau de sécurité, notamment dû au changement apporté par le Covid sur les méthodes d'accès. Et du jour au lendemain, la quasi-totalité des audits se sont finalement réalisés à distance. Donc maintenant, effectivement, il y a Oui, finalement, l'attaquant, quand il attaque, il est à distance, il n'est pas dans les locaux, donc ça fait sens. Et les réponses aux incidents également. C'est ça, ouais. Globalement, la plupart des réponses à incidents sont faisables à distance. Il faut quand même garder en tête que, par contre, dans le cas de réponses à incidents, sur des destructions totales, des ransomware par exemple, bien sûr, on est obligé de venir sur place puisque toute l'infrastructure Internet et connexion à distance de l'entreprise, elle n'est plus fonctionnelle. Donc, très souvent, quand on est dans le cas d'un ransomware, on a un déplacement obligatoire qui est lié du fait que l'entreprise n'a juste plus d'accès. Ah oui, ça c'est
Après l'attaque. Et- C'est et- plus simple. Et puis parfois, au-delà de juste des accès Internet, il y a aussi, bon, je pense que Vincent aura l'occasion d'en parler, mais il y a un enjeu humain et relationnel de clients qui ont besoin d'être rassurés. Et c'est sûr que pour un client, avoir 2, 3, 4, parfois même plus, experts présents sur site, c'est plus rassurant que d'avoir des gens qui sont à l'autre bout d'un call Teams ou d'un call Slack. Les pompiers, je l'ai dit, je le redis. Tout à fait. Donc, je rentre chez moi en vitesse, je fais mon sac pour je ne sais pas combien de temps, parce que je sais pas combien de temps je vais partir. Donc, je prends des affaires pour 4-5 jours, et puis ben, j'embarque, je vais à l'aéroport, j'embarque dans mon avion. J'arrive à l'aéroport, et là, on m'accueille avec une petite pancarte avec mon nom. Donc, c'était la première fois que ça m'arrivait, j'étais tout content. Mais c'est super sympa, ouais. Il était tard, hein, il devait être déjà dans les 21h, 22h. Il faisait sombre. Je sors, donc je rentre dans la voiture du chauffeur. Et là, on commence à rouler, on roule, ça fait déjà 45 minutes qu'on roule. Et là, je suis en train de me dire, c'est quand même bizarre. Je veux dire, on s'éloigne fortement, j'ai l'impression. Il y a 45 minutes qu'on roule. Je connais pas la personne qui est en train de me conduire. Je viens pour investiguer sur une boîte mail qui a été compromise, sur laquelle je sais qu'on lui a prévenu que j'allais arriver. Peut-être que je vais mourir. Mince, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Au final, tout se passe bien. On est arrivé 3 minutes plus tard. Ah bon, d'accord, c'était J'ai une juste stressé fausse pour alerte. rien, mais voilà, ça faisait 45 minutes que j'étais en stress. Alors, Euh, ça, c'est la paranoïa de la cybersécurité. Exactement. C'est que tu as l'impression que tu t'es même fait hacker ton taxi, tu vois. C'était ça. Donc j'arrive. La petite information, mais du coup, la victime était une chaîne d'hôtels. Donc, je suis hébergé chez la victime, dans une magnifique chambre d'hôtel que j'aurais jamais pu me payer parce que c'est un hôtel de luxe. Donc, magnifique chambre. Donc ça, c'est les bons côtés Exactement. des C'est les bons côtés. déplacements. Je dors donc magnifiquement bien. Et le lendemain matin, ça y est, je commence à attaquer. J'attaque et je me retrouve du coup en face du responsable informatique local, qui est du coup en fait un prestataire qui intervient de temps en temps pour cet établissement. Donc, commence à essayer de lui parler en anglais parce que je me dis, bah voilà, on est en Espagne, moi je pense qu'il va pas parler français, donc je lui parlais en anglais. Je lui parle, je me présente, je lui explique ce que je vais avoir besoin de faire, les droits, etc. Et je vois qu'il comprend rien. J'essaie de poser 2-3 questions. Il me répond pas. Il commence à me répondre en espagnol. Et là, vraiment, je suis bloqué parce que moi, je fais de l'espagnol au collège, donc je ne sais pas parler espagnol. Et lui, de toute évidence, ne sait pas parler français, ne sait pas parler anglais. Donc, c'est compliqué. Bref, on trouve un intermédiaire. Donc toi, tu vas aussi sauver des entreprises à l'étranger. Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il est partout. C'est Batman. Même. Donc, on trouve un intermédiaire qui commence à faire un peu relais. Et donc, je pose mes questions, je récupère mes comptes, je fais mon investigation. À un moment, je trouve quelque chose de bizarre. En tout cas, le responsable informatique local me dit, en tout cas, j'ai l'impression de comprendre qu'il me dit, oui, l'interface d'administration du firewall, bah, elle est exposée sur Internet, étant donné que j'ai besoin d'y accéder à distance pour pouvoir l'administrer. C'est quand même bizarre. Je pense que la traduction ne doit pas être bonne. Je pose la surtout question. que moi, même là, parce que moi, je suis un peu moldue de la cybersécurité, même moi, j'ai pas compris. Tu vas nous expliquer. En gros, c'est comme si tu fermais la porte de chez toi, mais que tu laissais les clés dehors. D'accord. D'accord ? Oui, ça, j'ai compris, Ok. du coup. Et ben, c'est exactement ce qu'il avait fait, effectivement. En fait, D'accord. Mais il l'avait fait intentionnellement. intentionnellement, D'accord. pour se dire, bah oui, j'en ai besoin pour pouvoir me connecter à distance et faire l'administration du firewall. Donc c'est pour ça que je vais exposer l'interface d'administration sur Internet. Bon. C'est pas grave, il y a d'autres choses à voir. Et pendant mon investigation, je commence à avoir un premier compte compromis, donc le fameux compte sur lequel j'étais en train d'investiguer. Et puis je remonte à une autre boîte mail compromise, qui était, elle, plutôt basée en Italie, puis une autre au UK, puis une autre aux États-Unis, puis enfin je reviens en Espagne. En fait, j'ai fait beaucoup de pays comme ça. T'as beaucoup voyagé, Je ne dis suis donc, pas- pendant ce... Malheureusement, je n'ai pas pris l'avion à chaque fois. Mais globalement, au fur et à mesure de mon investigation, j'ai bien pu comprendre l'étendue de l'attaque. Et là, on était sur des dizaines de boîtes mail un peu partout dans le monde qui avaient été compromises. Et ça remontait ensuite en externe. Et là, on perdait complètement la trace de l'attaque. Ce qui était intéressant, globalement, c'était déjà la chambre d'hôtel. Franchement, vraiment bien. Vraiment très, très sympa. C'était ce fameux responsable local. On n'a jamais réussi à se comprendre, en fait. Je lui ai dressé tout un plan d'action. Il n'a pas du tout compris ce qu'il fallait faire. Donc, on a dû repasser par d'autres intermédiaires. En fait, lui, à un moment, ils ont arrêté de travailler avec lui.
ont pris des gens du groupe qui sont venus faire vraiment les opérations. Il y a eu de la formation, de la sensibilisation. C'est tout bête, mais en fait, la dernière personne à s'être fait avoir était le responsable financier local. Mhm. C'est à cause de cette boîte mail-là que les 1,5 million sont partis. Et en fait, lui, il s'est fait avoir parce que sur son téléphone, à l'époque, sur Gmail, il n'y avait pas les petites alertes. Attention, ceci peut être un spam. Et en fait, ou un phishing. Et donc, il l'a pas vu. Et il a fait Il a confiance. fait confiance. Il a mis son login, son mot de passe. C'était fini. Et tu peux juste rappeler un peu le fonctionnement là, de cette attaque, pourquoi il fallait remonter toutes ces boîtes mail, qu'est-ce que tu cherchais exactement? L'idée, c'était de comprendre comment l'attaquant était arrivé la première fois sur le système d'information. Sachant que la boîte mail compromise, on n'avait rien en externe qui arrivait dessus. Donc en fait, tu n'as jamais su comment il s'était introduit. Le seul phishing qu'on avait vu chez lui, il venait d'une autre boîte interne en Italie. Et c'est là où j'ai fait le lien petit à petit sur les différents sites, les différents hôtels qu'il pouvait y avoir dans ce groupe, dans cette chaîne. Je pense qu'on peut peut-être effectivement rappeler en quelques mots les responsabilités entre guillemets d'une équipe de réponse à incident. Mais en fait, quand une équipe de réponse à incident est appelée sur un sinistre ou en tout cas sur une compromission de ce genre, les responsabilités, ça va être bien souvent à minima de trouver l'origine de la compromission. Donc c'est faire, on parlait tout à l'heure de forensique, c'est finalement de remonter la trace de l'attaquant. Parfois c'est possible, parfois quand il n'y a pas de ce qu'on appelle des logs ou des journaux, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, on va essayer de remonter à la trace de l'attaquant. Pourquoi ? Parce que si on ne remonte pas la trace de l'attaquant, on ne sait pas comment il est rentré. Si on ne sait pas comment il est rentré, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué de colmater la faille. Si on sait que l'attaquant est rentré... L'idée, c'est que ça ne se répète pas, c'est ça? Bien évidemment. Vous allez fermer cette fameuse porte qui a été ouverte quelque part et qui a permis D'une part, nous, on ferme cette porte-là, et d'autre part, on la signale également aux forces de l'ordre, et ça leur donne des éléments pour pouvoir alimenter des potentielles arrestations par la suite. Et sensibiliser aussi les publics qui sont concernés, tout simplement. Donc, les fausses factures, actuellement, ça fait des ravages. À côté des ransomware, on parle beaucoup de ransomware, mais aujourd'hui, les détournements de fonds, c'est la deuxième attaque la plus courante, non, après les ransomware? Pas si c'est la deuxième ou peut-être même la première. Peut-être même la première cette année. C'est facile de détourner de l'argent. Eh bien, merci Vincent pour cette deuxième petite anecdote de votre métier de CERT, de pompier de la cyber, j'aime bien le rappeler. Du coup, Antoine, à toi, quelle est l'histoire que tu aimerais nous partager ici? Ouais, du coup, je vais faire la transition en parlant détournement de fonds, comme on vient de le dire, qui est effectivement une attaque qui aujourd'hui est très en vogue. L'était un petit peu moins il y a quelques années, mais voilà, ces derniers mois, et puis mine de rien, depuis l'année dernière, ça a quand même beaucoup explosé. Notamment, on sait que les cabinets de notaires, par exemple, sont très fortement visés par ce type d'attaque parce que historiquement, ils n'ont pas forcément une appétence à l'informatique et à la sécurité qui est très forte. Et ça en fait des cibles faciles par lesquelles transitent des millions d'euros potentiellement tous les jours. Et donc mon histoire, c'est l'histoire d'un cabinet de notaire, effectivement, il y a quelques années, qui faisait une transaction avec un avocat. Donc un avocat devait faire un virement à un cabinet de notaire qui, lui, ensuite allait le transmettre pour je ne sais quel héritage. Et on est appelé, du coup, par l'avocat. L'avocat nous dit voilà, je pense que j'ai fait une petite bêtise. J'ai potentiellement été victime d'un faux virement, en tout cas d'une arnaque au faux virement. Et donc cet avocat nous explique le contexte, il nous dit qu'il devait virer de l'argent à un cabinet notarial, qu'ils échangeaient depuis plusieurs mois avec ce cabinet, et qu'il y a exactement 1 ou 2 mois, ils ont reçu un mail demandant du coup le paiement de la somme qu'ils devaient. Et dans ce mail, donc, contenait de façon finalement assez légitime l'ensemble de l'historique des mails. Il contenait la demande de paiement avec le RIB, qui était un RIB qui était bien fait, un RIB français, etc. Et sauf que, en fait, malheureusement, c'était un attaquant qui avait pris la main. Un attaquant qui, on le découvrira plus tard, avait piraté la boîte mail du cabinet de notaire et qui s'amusait à prendre un par un tous les dossiers pour aller recontacter lui-même les clients et finalement devenir l'intermédiaire principal des différents clients, donc d'ici de notre avocat. Donc le notaire est mis hors de la boucle. L'attaquant, qui avait un nom de domaine qui était très proche, au lieu d'avoir notaire, c'était notière, par exemple.
Il faut se méfier. Donc l'avocat tombe dans le panneau puisque elle n'était pas forcément sensibilisée à ça, elle n'allait pas regarder exactement le nom de domaine qu'envoyait le mail. Et elle envoie un premier virement, alors c'était un virement d'une somme importante, on parlait quasiment d'1 million d'euros. Donc un premier virement part, elle attend 1 semaine, 2 semaines, elle n'a pas de nouvelles, donc elle envoie un mail en disant est-ce que vous avez bien reçu le virement, sauf que l'erreur que fait l'avocat, c'est qu'elle envoie le mail en répondant à la boucle initiale demandant le Donc paiement. elle l'envoie à l'attaquant. Elle l'envoie à l'attaquant, Oh là c'est là. ça. Et donc l'attaquant, bien sûr, il dit Oui, non, bien sûr, merci. je n'ai pas reçu le... Non. justement. Oh non, Il dit je n'ai pas reçu le paiement, est-ce que vous pouvez recommencer? Il y a dû avoir c'est une pas erreur, vrai. il va vous revenir d'ici 1 ou 2 semaines. C'est pas vrai. Et l'avocat n'attend pas que les fonds reviennent, elle refait un deuxième virement à l'attaquant. Ah ouais. Et donc, en plus, c'est pas juste une avocate, c'est un cabinet d'avocats, et donc ils sont plusieurs à traiter le dossier. Donc au bout du deuxième paiement, l'avocate attend encore 1 semaine, 2 semaines, et là, Elle elle se rend relance. compte qu'il y a quelque chose qui est étrange. Ah. Elle vérifie un petit peu les noms de domaine, elle en parle à des collègues, elle dit qu'est-ce que vous pensez? Et puis un collègue lui dit non mais regarde là, tu t'es fait avoir, tu vois bien que c'est pas le notaire, c'est pas l'adresse du notaire. Donc on est déjà sur un double paiement. Elle nous contacte à ce moment-là. Donc, on commence nos investigations, on vérifie que le piratage ne vient pas de chez eux, déjà, c'est ça qui est important. On comprend aussi en communiquant avec le cabinet de notaire après que le piratage vient du cabinet de notaire. Il nous donne un peu d'accès pour qu'on aille voir. Et en fait, pendant cette investigation, un autre avocat qui travaillait aussi sur le dossier, lui n'avait pas été mis au courant que c'était une arnaque et a reçu une relance de l'attaquant. Mais Donc nous, on a non. vu la relance de l'attaquant, on s'est dit tiens, il relance encore une fois en disant qu'il n'a pas reçu le paiement. Il est quand même un peu gonflé. Ce deuxième avocat fait un 3e paiement pendant qu'on est C'est en pleine pas vrai. investigation vers l'attaquant. Et en plus, on va pas s'en rendre compte tout de suite, on va s'en rendre compte quasiment 3 ou 4 jours après. Alors vous qui êtes fait en que- pleine investigation. C'est ça, on est en pleine Ah. investigation, ce qui fait que les fonds ne peuvent même plus être rappelés, parce que souvent on a à peine 24 à 48 heures pour rappeler des fonds sur un virement comme ça. Donc Ils là, c'est n'avaient trop pas tard. mis toute Ils la ont- boîte au courant. Ils n'avaient pas mis toute la boîte au courant, c'était resté Confident- voilà, ouais, dans un oui. petit contexte. Ça, c'est un vrai défaut que beaucoup Mm. ont, Ouais. c'est de se dire on va essayer de restreindre à fond la communication. Ouais. Et en fait, malheureusement, là, Ça se clairement, propage, c'est une quoi. mauvaise idée. C'est ça. Globalement, c'est pour démontrer que la sensibilisation cyber, que ce soit au travers du risque de phishing dont on parlait et qui représente une majeure partie des attaques, ou que ce soit la sensibilisation à faire attention au RIB, à faire attention à l'expéditeur, toujours confirmé 2 fois, en appelant par exemple l'expéditeur du RIB pour vérifier que c'est bien lui et qui vous a envoyé le RIB pour payer, est primordial. C'est pas juste des affaires qui arrivent aux autres, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Si je prends l'exemple des notaires, je pense qu'on passe tous à un moment dans notre vie par l'achat d'une résidence principale. Si demain on fait un Tous virement, peut-être pas, mais beaucoup. Parce que on vous le souhaite beaucoup, en on tout cas à espère. tous. Si demain vous faites un virement de 300, 500, 1 million d'euros pour acheter votre résidence principale à un faux cabinet de notaire parce qu'un attaquant aura pris la main, malheureusement c'est très compliqué de récupérer les fonds. Donc on voit que c'est même pas un sujet qui touche que les entreprises mais aussi les particuliers. Il faut faire vraiment attention avec ça. Et pourquoi on appelle ça des faux virements alors que ce sont des vrais virements finalement? C'est des faux ordres de virement finalement. C'est ça, Oui, c'est des ordres de virement qui Ouais. sont pas Exactement. les bons. Et donc ça me permet un petit peu d'enchaîner. On a parlé au début aussi de l'historique double casquette, la casquette défensive et la casquette offensive. Il faut savoir que nous, sur la partie offensive, je gérais notamment le pôle Red Team. Ce qu'on appelle Red Team à Wavestone, c'est toutes les simulations d'attaques les plus réelles possibles. Donc, c'est-à-dire que les clients nous donnent carte blanche pour les attaquer. Ils nous disent, voilà, on vous laisse 1 an pour que vous puissiez compromettre totalement notre entreprise. Et on débriefe au fur et à mesure, tous les mois, de où vous en êtes, ce que vous avez fait. Il y a la Red Team et la Blue Team normalement dans les c'est ça. les grands groupes, ils ont tous ce Alors, service-là, il me semble. pas tous, mais ils essaient globalement d'y tendre. Sachant que la Blue Team, du coup, ça va être l'équipe un peu défensive, l'équipe qui va vérifier ce que la Red Team est en train de faire. Donc, la Red Team, l'équipe d'attaquants, finalement. Donc il y a 2 équipes qui s'attaquent dans une entreprise constamment. Enfin, il y en a une qui attaque l'autre et l'autre qui essaye de se défendre. C'est comme un jeu parce que c'est pas des vraies attaques, mais c'est des choses qui pourraient arriver. C'est comme un jeu. Après, toutes les entreprises n'ont pas aujourd'hui les budgets ou les équipes pour avoir des Red Team et des Blue Team. Très souvent, la priorité, c'est d'avoir une Blue Team, c'est-à-dire avoir toute une équipe qui va surveiller l'ensemble de la sécurité de l'entreprise. Parfois, c'est même les mêmes personnes qui vont un peu jouer les 2 rôles.
Mais on a effectivement des entreprises qui sont très matures sur le sujet et qui, elles, ont recruté vraiment des équipes de Red Team spéciales qu'ils ont internalisées. Et en fait, tous les jours, ils essaient constamment de rentrer par tous les moyens possibles dans leur propre entreprise. Ah, ça, c'est marrant. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui externalisent, dont pour justement aller donner du travail au cabinet de conseil, par exemple, comme Wavestone ou comme d'autres pure players en sécurité. Donc ça permet de repérer ses propres failles et de les colmater soi-même avant que ce soit un attaquant qui le fasse. C'est ça. Et là où c'est un exercice intéressant, c'est qu'on ne se limite pas à un contexte technique qui va être, par exemple, un site web, qui va être une technologie spécifique. Donc on a un champ d'action qui est énorme, et ce champ d'action, très souvent, va passer par ce qu'on appelle un peu la défaillance humaine, le défaut de sensibilisation des employés, pour aller justement récupérer des mots de passe, faire du phishing, et avoir cette entrée initiale au sein du système. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, si on prend des entreprises du CAC 40, elles ont globalement toutes, je l'espère, et voilà, ça s'améliore d'année en année, sécurisé leur infrastructure et tout ce qu'ils exposent sur Internet. Donc ça devient très difficile d'avoir un premier point d'entrée sur une entreprise qui a aujourd'hui une vraie maturité sécurité. Donc là où on va constamment passer, et là où passent les attaquants, c'est effectivement du phishing, d'aller faire qu'un employé finalement leur donne leur mot de passe ou aille saisir son mot de passe sur un site malveillant. Et donc mon histoire commence sur cette équipe de Red Team de Wavestone. On avait un jour un client qui nous dit, qui était un client dans un autre pays, donc encore une fois européen, mais je ne citerai pas le pays parce qu'il est pas très grand, et c'est un pays francophone. Et donc une entreprise de communication de ce pays, une entreprise critique en communication, il faut imaginer, qui gère un grand nombre de réseaux de centaines, voire de centaines de milliers d'entreprises de ce pays, nous contacte pour qu'on vienne faire justement une attaque de type Red Team, donc simuler la place de l'attaquant. Et donc pour rentrer, on a préparé pendant quasiment un mois un scénario où on s'est imaginé plein de choses différentes, parce qu'il faut savoir que une des façons les plus simples pour aller compromettre une entreprise et avoir un point d'entrée, en plus du phishing, c'est aussi de s'y rendre physiquement. C'est-à-dire de rentrer dans l'entreprise physiquement, soit en mettant un gilet jaune, n'importe, en se faisant passer pour un invité. Bref, plein de façons disponibles. La cybersécurité, c'est pas seulement dans digital, quoi. Enfin, c'est ça, exactement. La cybersécurité n'est clairement pas seulement digital. Forcément, le digital est une grosse partie, mais aujourd'hui, le digital, on arrive à se protéger de plus en plus, parce que tout le monde a pris conscience que c'était très important de faire des mises à jour, que c'était de faire important. Tout le monde n'a pas encore compris, mais on y travaille. Ça y arrive. Globalement, les bases sont là. C'est ça, les bases sont là, et puis on a tout un écosystème, surtout en France avec l'ANSSI, puis dans chaque pays un peu avec d'autres agences de l'État qui ont sensibilisé les entreprises à tous ces risques-là, ce qui fait que les budgets ont aussi augmenté, bref, les états d'esprit ont changé. Donc l'intrusion physique, par contre, elle, reste aujourd'hui un point d'entrée très simple. Et là, on parle d'une entreprise assez critique, donc il faut savoir que c'était des gardes armés à chaque entrée. C'était pas un truc très rigolo, voilà. Physique. Là, ce n'est plus un jeu. Donc on a dû s'imaginer tout un scénario où on s'est dit comment on va rentrer dans cette entreprise. On s'est dit, tout bête, on va essayer de se faire inviter. C'était globalement le seul moyen qu'on voyait, c'était d'avoir une invitation officielle pour rentrer dans les locaux. Et une fois qu'on sera dans les locaux, on verra. Et le but final de cette mission, c'était de rentrer dans le data center, c'est-à-dire vraiment dans la salle où il y a tous les serveurs, toutes les données critiques de l'entreprise. Et ça, c'était vraiment le but premier de cette mission. Ils nous ont dit, si vous arrivez à aller là, pour nous, vous avez réussi la mission. Et pourquoi pour eux c'était important ? C'est parce que si un attaquant arrive à rentrer dans cette salle, il peut se brancher directement n'importe où, il contourne tous les outils de sécurité, il est quasiment invisible, et il récupère les données qu'il veut, il peut même finalement brancher un peu des mouchards pour derrière se reconnecter, pour voler toutes les informations pendant des mois. Et avant que quelqu'un aille s'en rendre compte qu'une personne avait pu pénétrer dans cette salle et brancher un mouchard, on peut attendre souvent très longtemps. Et donc on élabore un scénario, on se dit on va déjà essayer de compromettre un compte utilisateur. On essaie du phishing, on envoie peut-être 10 000 mails à des milliers d'employés, etc. On n'y arrive pas. Très bien sécurisé là-dessus. Et finalement, on se dit pourquoi ne pas tenter d'appeler le support informatique de cette entreprise, qu'ils avaient un numéro de support externe. Donc on les appelle et on se fait passer pour un employé qui est en télétravail, finalement en dehors de la ville où ils sont, donc qui ne peut pas se rendre au siège.
et on dit, bah voilà, on est en intervention urgente pour un client, on a oublié notre mot de passe. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer par SMS, un nouveau mot de passe, vous nous le réinitialisez. Et le support nous fait étonnamment, bah, pas de souci, Mais on non. vous envoie ça. En fait, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et je leur dis, bah, par contre, on n'a pas le numéro de téléphone professionnel parce que j'ai laissé mon téléphone professionnel Parce que c'était une urgence. chez moi. Je me suis déplacé en urgence. Est-ce que vous pouvez l'envoyer sur mon numéro personnel finalement? Donc on leur donne le numéro personnel, ils disent pas de souci. Et au bout de 2 minutes, on reçoit un nouveau mot de passe pour l'utilisateur. C'est monstrueux. Et ça s'appelle le social engineering. C'est ça, C'est c'est ça. du social engineering qui vise normalement des populations sensibilisées, puisque le support informatique est censé être sensibilisé à ces risques-là. C'est de la manipulation. Et là, on pure a eu et de la simple. chance. Malheureusement, le support n'était pas bien sensibilisé à ce risque. On obtient un accès du coup à ce compte et on se crée notre invitation officielle pour justement se rendre sur site. Et donc le jour où on arrive sur site, on arrive en voiture avec notre invitation. On passe un premier checkpoint de garde armée qui vérifie notre invitation. Ils disent OK, pas de souci. On arrive à un deuxième. Et le deuxième, en fait, ils ont des invitations mail, mais ils ont aussi des invitations sur tablette. C'est-à-dire qu'ils avaient un deuxième logiciel sur lequel il fallait enregistrer les invités. Donc en fait, c'était pas juste des invitations mail qu'il fallait faire, c'était carrément en interne dans l'entreprise, se connecter à un logiciel, déclarer un invité, et ça allait avoir finalement un système un peu de double validation des invités. Et donc là, on arrive face à la tablette, ils nous disent bah, c'est quoi votre nom? On donne le nom. Ouais, c'est un château On n'est fort. pas sur la liste. Et malheureusement, ils nous posent 15 questions pour savoir pourquoi on a un mail d'invitation, on n'est pas sur la tablette. Et On là, ça arrive à tourne s'en mal. débatouiller et on repart. Vous repartez. On n'a pas réussi à rentrer comme ça. Et donc on se dit bah, comment on va rentrer? On fait le tour un peu pendant quelques minutes du bâtiment. Et en fait, on se rend compte que dans ce bâtiment, il est très bien sécurisé, sauf la sortie principale du parking, où en fait, bah, à la sortie du parking, les voitures sortent, la porte se referme. Mais il suffit de courir avant que la porte se referme. Ouais, le classique quand pour rentrer, tu essayes de rentrer quand tu as oublié ton par code. la Quoi. sortie de parking, c'est ça. Et donc on rentre là, Énorme. et par chance, il y avait des éboueurs qui étaient en train de sortir les poubelles, et ces éboueurs avaient accès à une porte qui permettait d'aller vers des ascenseurs. Donc en fait, nous, on a suivi la porte qu'ils avaient ouverte, on rentre dans l'ascenseur, et dans cet ascenseur, ensuite, on attend, parce qu'il fallait un badge pour l'utiliser. Donc on attend 10 minutes, 15 minutes que quelqu'un appelle l'ascenseur, et finalement, quelqu'un arrive à appeler l'ascenseur. De mémoire, c'était le 3e étage, quelque chose comme ça. Donc nous, on arrive au 3e étage tout content, un petit peu perdu au milieu de cette entreprise. Et en fait, le monde est bien fait. On rappelle qu'il y a des gardes armés à l'entrée ou pas. C'est ça. Et le monde est bien fait. C'est que le 3e étage de cette entreprise était aussi l'étage où il y avait ce fameux data center, cette salle serveur à laquelle on voulait accéder. Coup de Donc bol. on fait un C'est petit peu clair. le tour. Et sauf que pour accéder à cette salle, il fallait passer un SAS parce que c'était dans une zone confidentielle. Et là, on se dit comment on va passer le SAS. Donc, on commence à s'équiper. On va chercher des câbles réseau qu'on trouve derrière des imprimantes qu'on débranche, etc. J'ai l'impression qu'on est en train de braquer une banque. On récupère des dossiers un peu techniques et donc on arrive avec des câbles réseau sous le bras. On était 3. On commence à préparer un peu notre scénario et se dire bah, on va sonner. On va leur dire qu'on revient refaire des câblages voilà, dans la salle serveur et qu'on a besoin de rentrer. On sonne, personne répond. On sonne une 2e fois, personne répond. Tu sonnes chez qui là? Un SAS en fait pour rentrer Ah, le du coup, SAS, au SAS, ok. dans cette Ok. c'est pas juste une salle en fait, c'est vraiment une moitié de bâtiment confidentiel. Et donc on ressonne une 3e fois et là la porte s'ouvre, les 2 portes du SAS s'ouvrent. Alors bah, on se dit bah, super. Donc on passe le SAS, SAS filmé avec caméra, etc. On est censé parler et on rentre dans cette zone confidentielle sans que personne vienne nous demander quoi que ce soit. Donc super, on ferme les portes du SAS, on commence à se balader, on cherche cette salle serveur. Et puis on voit une salle où il y a marqué en gros salle serveur, appelez tel numéro pour rentrer. Red Team, ici. C'est exactement ça. C'est par ici. Et donc bah, nous, tout bête, on appelle le numéro. De toute façon, on se dit, voilà, l'objectif final c'est ça. Malheureusement, c'est une salle qui est fermée à clé, on va pas la casser, on va pas rester la nuit pour essayer de crocheter la serrure parce que c'était en dehors du périmètre, on n'avait pas le droit de casser quoi que ce soit ou de crocheter des choses. Et donc on se dit, bah voilà, on va appeler. Si on se fait détecter, tant pis, mais on sera allé le plus loin possible. Sinon, tant mieux. Et donc, on appelle ce numéro. Le responsable, finalement, physique, de la sécurité physique de cette zone vient et nous dit bah, qu'est-ce que vous faites là? Donc, on leur dit bah, on vient refaire un câblage en urgence parce qu'il y avait un défaut qui a été repéré voilà, sur une zone réseau. Est-ce que vous pouvez nous laisser rentrer? Et à notre grande surprise, la personne nous dit mais aucun problème, je vous ouvre, faites ce que vous voulez et puis on se revoit après. Ils vous demandent pas un badge, une carte, un Pas de truc, badge, non, pas de rien. carte d'identité, rien du tout.
On rentre dans la salle, il referme derrière nous et on se retrouve tout seul à 3 dans cette salle serveur, qui est une des zones des plus critiques quasiment du pays à ce moment-là. Donc bien sûr, après on met des post-it, Weston était ici, on prend des photos, etc. Et on appelle le client qui était complètement fou, qui était juste à côté en plus. Mais voilà, c'est pour démontrer un petit peu en fait qu'aujourd'hui, le risque humain dans la cybersécurité est juste un des risques principaux. Un des risques principaux en termes d'intrusion, un des risques principaux en termes de compromission et de vol aussi de données. Et c'est le risque le plus simple à exploiter. Alors bien sûr, tout ce qui est intrusion physique, il y a un gros risque derrière d'arrestation, de risque judiciaire, etc. Donc c'est quelque chose qui va restreindre déjà le type d'entreprise qui peut en être victime, parce qu'on imagine bien que ce n'est pas n'importe qui va se pointer dans une entreprise d'un État assez important pour voler des choses. Mais c'est à garder en tête, et puis surtout cette sensibilisation des utilisateurs qui est juste primordiale. Parce qu'on voit qu'obtenir des mots de passe, obtenir des accès, ça se fait en quelques minutes. Au minutes. bout d'un moment, tu dis qu'il faut se méfier de tout, quoi. Il y a quelques semaines, nous a quitté malheureusement une personne qui s'appelait Kevin Mitnick, qui était l'un des pionniers, j'ai envie de dire, du social engineering. Je vous encourage à soit lire les livres autour de lui, soit de tout simplement regarder le film Opération Takedown, qui est une mine d'or sur le social engineering. Vraiment hyper impressionnant, les techniques qu'il pouvait employer et le culot, du coup, qu'il faut avoir pour pouvoir réaliser ce type d'action. Et malheureusement, oui, ça marche. Ouais. Et effectivement, quand tu parles de culot, ce qui est très important, c'est dans ce type de profils qui vont effectuer ce social engineering, c'est d'avoir une capacité d'inventer très vite des réponses et des scénarios toujours prêts dans sa tête, parce que n'importe qui, à un moment, au détour du moindre couloir, va potentiellement nous poser une question et il faut être prêt à répondre au tac au tac, un scénario cohérent. Mais voilà, la cybersécurité, c'est aussi ça. C'est pas que juste des personnes derrière leur ordinateur qui vont aller pirater des choses au travers de vulnérabilités. C'est aussi grandement du social engineering, grandement. Et de plus en plus aujourd'hui. Voilà. Je me permets une petite précision, parce qu'on parle pas mal du coup de la partie offensive. Je tiens quand même à rappeler, je vais faire le papa, mais je tiens à rappeler que quand on fait ce genre d'activité, ce sont toujours des activités qui sont cadrées par un protocole d'audit, par une convention avec le client. On a vu parfois par le passé des employés qui s'amusent à pirater leur employeur pour leur dire « Regardez, vous étiez vulnérable, je vous ai piraté, mais je l'ai fait parce que je suis gentil. » Non, ça marche pas comme ça. Même si l'employé l'a fait pour être gentil, souvent il se retrouve poursuivi. Donc on ne s'amuse pas à attaquer des entreprises, on ne s'amuse pas à attaquer qui que ce soit comme ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être cadré. Et ne serait-ce que pour la partie physique. Moi, j'ai fait des red teams, mais je suis beaucoup moins fort qu'Antoine. Je me suis fait attraper parfois par la sécurité dans des locaux la nuit où je ne devais pas être. Quand vous voyez deux messieurs de 2,10 m très musclés qui viennent vous chercher et qui vous disent « vous allez nous suivre », là, on est content d'avoir un petit document signé par le client. Tu as ton badge avec toi. On n'avait pas de badge, mais on a souvent ce qu'on appelle une lettre de mission qui permet de dire « ne me cassez pas la gueule, j'ai le droit d'être là ». Ouais, voilà, donc c'est un élément ça, important. c'est des lettres un peu de sortie de prison qu'on appelle. En fait, le but, on est au Monopoly, là. Ça y est. C'est d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire même si la sécurité nous attrape, de voir si on arrive à inventer un scénario pour s'en défaire et faire qu'il nous laisse partir finalement avant d'appeler la police ou avant d'engager des actions plus lourdes. Et puis si vraiment on voit qu'on est bloqué et qu'ils vont appeler la police ou qu'ils s'énervent, des fois il peut même y avoir des énervements physiques. Un garde, c'est pas toujours très, très gentil. C'est pas ton meilleur ami de sortir à ce document. Bien sûr, ce document, quand il est sorti, souvent ils font les gros yeux et ils y croient pas non plus, ce qui est une bonne réaction de ne pas y croire. Oui, c'est vrai. Et donc on attend quand même, en principe, 1 heure ou 2, des fois dans une salle, assis sur une chaise, un peu en garde à vue chez l'entreprise, à attendre que le responsable sécurité de l'entreprise ou parfois même le PDG de l'entreprise vienne confirmer. C'est ça, ce document, puisque très peu de personnes sont au courant. Ouais, c'est impressionnant. Pour rebondir juste sur ce que vous venez de dire, effectivement, faire attention, on ne va pas attaquer n'importe qui. C'est comme si dans la rue, on voit quelqu'un, on va le tabasser et lui dire « tu vois, tu t'es pas préparé, tu sais pas te battre. » Oui, non, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de c'est sens. pareil en entreprise. Je vois le temps qui passe. Je voulais changer de sujet, justement, savoir un petit peu, faire un dernier petit tour de table avant de clôturer cette émission. On parle beaucoup des gens qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas fait attention ou aujourd'hui il faut sensibiliser tout le monde, il faut faire les mises à jour, etc. Il y a énormément de choses à faire en cybersécurité pour être
Clean, est-ce que ça vous arrive, vous, de faire des erreurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça arrive aussi aux meilleurs d'entre nous. Donc, petit tour de table. Qui veut commencer à raconter votre pire bourde en cybersécurité? Alors moi, ma pire bourde, elle est liée à de la communication. C'est-à-dire que suite à plusieurs gestions de crise qu'on avait enchaînées, je me retrouve interviewé par un journaliste. Et du coup, je lui explique ce que l'on a fait, ce qui s'est passé globalement, mais pas que sur un cas. Je prends plusieurs cas ensemble et puis je les mélange un petit peu pour qu'on ne puisse pas retomber sur la victime, qu'on ne puisse pas comprendre ce qui s'est réellement passé, les échecs qu'il y a pu y avoir, etc. Et en fait, dès la publication de l'article, eh bien, je me fais appeler par le client, un des clients, un des 3-4 clients que j'avais condensé, et qui me dit qu'il faut absolument retirer cet article-là parce que lui, il se reconnaît. Et du coup, il y a eu une grosse négociation et ça a abouti à finalement la prestation que nous on avait fait pour lui le sauver. Et ben, il n'a pas eu à le payer. Il a fait. Ah, vous lui avez, ça a été offert. Ça a été gratuit pour lui. Il représente Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important de garder justement l'anonymat de ses clients en cas de cyberattaque et justement expliquer pourquoi tous les cas de cyberattaque ne sont pas rendus publics au final? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, en fait, évidemment, il y a toujours un sujet autour de la réputation, de l'image de marque qu'une entreprise ou qu'une organisation peut avoir vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires, de ses fonds d'investissement, des dons potentiels qu'elle peut recevoir. Donc évidemment, elle veut en dire le moins possible. Après, il faut faire la part des choses. Parfois, c'est quand même aussi important de parler pour expliquer ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer également. Parce que dans ce cas-là, on a plutôt bien géré avant que l'attaque déborde. Donc, bon, ça aurait pu être intéressant que d'autres personnes en profitent, apprennent, et évitent de se retrouver dans cette situation. Ouais, mais vous avez une grosse part de confidentialité aussi dans le travail que vous faites tous les jours. C'est ça. C'est vrai qu'on est constamment obligé d'anonymiser. On espère que ce podcast aura une durée de vie plus longue que ton article. Oui, s'il vous plaît. J'espère que personne ne se reconnaîtra dans vos histoires qui sont plutôt insolites. Donc... mais je rejoins quand même Vincent. Il y a quand même un gain aux gens ou aux entreprises en tout cas qui acceptent aujourd'hui de jouer le jeu et de communiquer sur les crises qu'elles ont traversées. Parce que déjà, ça permet de dédramatiser, parce qu'en fait, on se rend compte que... Et démystifier. Démystifier complètement. On les encourage, et surtout de partager de manière plus globale sur les bonnes pratiques et sur les actions à mettre en place. Mais évidemment, il faut que ça vienne de l'entreprise et pas d'un tiers. Bien évidemment, c'est pas notre prérogative de partager ce genre de choses, mais voilà, on essaye, quand les entreprises le souhaitent, en tout cas, on les encourage à communiquer là-dessus. Xavier, ta bourde en cybersécurité? Moi, ma bourde, c'est aussi un sujet plutôt audit. Donc, on l'évoquait tout à l'heure. À Wavestone, on avait une double casquette. Et donc, moi, lorsque j'ai rejoint, à l'époque, qui s'appelait encore Solucom, alors, j'étais encore en stage. Ouh là là, ça remonte ça. Ça remonte un petit peu. C'était je crois mon deuxième audit, mon deuxième test d'intrusion même pour être plus précis. Et donc lors d'un test d'intrusion, comme on se l'a évoqué, on va essayer de trouver les vulnérabilités chez un client et ça va prendre des formes extrêmement différentes. Ça va aller d'actions qui peuvent être très poussées techniquement, de trouver des vulnérabilités sur des composants extrêmement précis avec des techniques extrêmement poussées. Et puis ça peut être des attaques plus simples, on va dire. Et donc, bien évidemment, moi, en tant que stagiaire, on m'avait confié la tâche impossible à rater. Ça serait mal me connaître. Mais bref, on m'avait donné la tâche de faire ce qu'on appelle une attaque par brute force sur une interface du client. Donc, qu'est-ce que c'est une attaque par brute force ou par force brute, je crois, si on veut être complètement francophone? C'est tout simplement sur une interface de connexion du client. Je crois que c'est par énumération. Comme ça, le vrai terme. Ah mince, c'était pas le bon terme. DDoS, quoi. C'est pas vraiment... Alors, du non, DDoS, c'est encore autre chose. DDoS, c'est vraiment... on va essayer de rendre un système indisponible. Moi, j'avais ça en tête. Non, alors, brute force, c'est pas ça. l'objectif, C'est pour c'est pas brute ça. forcer un mot de passe. Exactement. C'est si j'ai par exemple les adresses email de mon client, je vais essayer la première adresse email avec le mot de passe Toto, puis le mot de passe Tata, puis le mot de passe Tiki, bref, avec plein de mots de passe différents, en espérant qu'à un moment ou à un autre, je finisse par tomber sur une combinaison nom d'utilisateur mot de passe fonctionnelle, donc que je puisse me connecter. Et bien évidemment, plus la politique de mot de passe du client est faible, plus la probabilité que l'attaque par brute force fonctionne. Bref, on va pas s'étaler là-dessus.
Et donc, moi, j'étais responsable de cette attaque. Donc, je préviens le client. Je dis, bon, est-ce que vous me confirmez que lorsqu'on fait une attaque par brute force, ça va pas verrouiller vos comptes? Et le client, pas très technique. J'aurais pu me mettre la puce à l'oreille. Il me dit, mais non, verrouiller des comptes, on n'a pas ça chez nous, vous inquiétez pas. Pas de problème. Donc, je prépare ma petite attaque par brute force. J'installe mes outils, je la configure, je la lance. Et puis, fier de ce travail rondement mené, je me prends une pause café bien méritée. Ce qui est tout à fait légitime, bien évidemment. Donc, je pars en pause café, laissant derrière moi mon téléphone et mon ordinateur avec l'attaque par brute force qui tourne. Et donc, au bout de 15, peut-être 20 minutes de pause Longue café pause avec café. des collègues, je reviens à mon bureau et donc, quelle ne fut pas ma surprise de voir une dizaine d'appels manqués et de nombreux messages. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était Skype Entreprise encore, de mon manager de l'époque qui me dit « Xavier, réponds, Xavier, arrête vite l'attaque, Xavier. » Donc, comme tu peux l'imaginer, il y avait un verrouillage des comptes chez mon client. Et donc, ça faisait 20 minutes que j'avais mis toute l'entreprise de mon client en pause café avec moi, ce qui a quand même été plutôt gentil. Et donc, je me suis pris effectivement plutôt un gros savon de la part de mon manager et du client, ce qui était complètement légitime, bien évidemment, mais ce qui a été très formateur et je n'ai plus jamais fait de pause café ni cette erreur. Mais voilà, donc c'était un petit peu mon entrée en matière dans le monde de l'audit. Ouais. Ce qui représente finalement aussi une vulnérabilité en soi que tu as exploité. Oui, alors c'est... Oui. Mine pas de rien, faux. on parlait de déni de service. C'est vrai que le déni de service, très souvent, c'est l'envoi de millions de requêtes pour rendre indisponible un site, par exemple. Mais là, c'est aussi ce qu'on appelle finalement aussi du déni de service. C'est-à-dire qu'on rend indisponible des services de l'entreprise, ici la connexion au compte, donc un grand nombre de services, des employés en envoyant finalement quelques milliers de requêtes. Ce qui est une vulnérabilité assez importante aussi. Donc, Xavier, tu as quand même Voilà, fait un exactement. bon Mais travail. c'était pour le bien-être de mon client, et bien évidemment, je suis très fier d'avoir mené à bien ma mission. Mais c'était une de mes premières expériences en audit. Erreur de débutant. Et une qui, en réalité, m'a été très, très, très positive. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus. Merci pour cette histoire. Antoine, alors, toi, ta bourde en cybersécurité? Moi, j'en ai pas forcément. Non. T'es sûr de Tu toi? t'es jamais fait croissanter? Ah non, Moi, j'ai une petite Non. histoire de vous deux. vas-y, Vincent. Vous deux en entretien d'audit, à nouveau, En Algérie par exemple. En Algérie. Ça, faut que je laisse Xavier la raconter parce qu'il la raconte bien mieux que moi. Oui, c'est pas une bourde, c'est plus une histoire rigolote, mais bon, on va la faire un peu plus rapidement parce qu'elle est un peu longue. Mais effectivement, on était en audit en Algérie pour un client que, bien évidemment, je ne nommerai pas à nouveau. Et donc, on devait, dans le cadre de cet audit, on avait plusieurs activités. Donc, on avait des activités très techniques, c'est-à-dire essayer de pirater une application web en y accédant et en essayant de contourner les mécanismes en place, mais également des revues plus organisationnelles, donc, ce qui est assez fréquent dans ce genre d'audit. Donc, avec des entretiens avec différentes partie du personnel responsable de différents aspects de l'application. La partie réseau, la partie infrastructure, la partie développement informatique. Et donc, effectivement, donc on rencontre une partie de ces gens-là. On rencontre notamment de mémoire la personne responsable du développement et la personne responsable de l'infrastructure. Mais la personne responsable du réseau nous dit « Ah non, c'est pas moi que vous allez rencontrer. Je vous envoie quelqu'un d'ici quelques jours. » Pas de problème. On était là pendant 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça. Et donc, au bout de 3-4 jours, on était dans une salle, dans un coin, tranquillement. Quelqu'un toque à la porte. On ouvre et la personne nous dit « Bonjour, je suis là pour l'entretien. » On dit « Parfait, incroyable. On n'attendait que vous, on a plein de questions à vous poser. Asseyez-vous, on va vous poser des questions. » Et donc, Antoine et moi, on se met face à lui. Puis on dit « Bon, voilà, on a compris qu'il y avait telle application qui est ici. On a l'impression que là, il y a un pare-feu. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a effectivement un pare-feu à tel endroit ?» Et la personne nous regarde et nous fait « Si vous voulez. » Et on lui fait « Non, c'est pas si on veut. On vous demande vraiment, factuellement, est-ce que le pare-feu est présent là ou est-ce qu'il n'est pas présent là? Et auquel cas, il est... C'est soit oui, soit non, ouais. Et on dit « Pas de problème. Vous me dites, vous me laissez 1 heure et je le fais. » Et on lui dit « Mais... » Ça n'a pas de sens, ces réponses. Et on lui dit c'est pas exactement ça la question. Nous on vous demande, c'est est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Et vraiment, la personne face à nous continue d'avoir une réponse très très floue. Alors, pour la petite histoire, je pense pas que le français c'était sa langue natale, donc il a aussi la barrière de la langue qui peut être un facteur qui explique, on va dire, la confusion. Et en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit au début. Et au bout de 20, 25 minutes, 30 minutes peut-être,
Non, pas 1 heure quand même. Ça a duré 30 minutes. Ça a bien duré 30 Le minutes. contexte, c'est qu'il faisait aussi très chaud. On Oui. est en Algérie, je pense qu'il faisait une bonne quarantaine de degrés avec une clim très défaillante. Donc ça ne rajoutait pas. Ouais. C'est toujours important d'avoir ce genre de détails pour être dans on se l'ambiance. disait, il a peut-être chaud, il était complètement en sueur, Ouais. genre, c'était une On sentait fontaine. qu'il allait pas bien. Ouais. Et on le voyait, mais stressé à un point. Et on se disait, mais on n'est pas là pour te faire virer ou quoi que ce soit. On est là pour te poser des questions, pour comprendre un petit peu comment ça marche. Le but, c'est pas de t'évaluer. Et lui était stressé comme jamais. On comprenait pas pourquoi. Et vraiment, il était mouillé de partout. Mais voilà. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, au bout d'une demi-heure, en fait, on est arrivé à la seule conclusion possible, c'est qu'on lui a dit merci, c'était vraiment très, très utile, alors qu'on avait eu, quand je dis aucune réponse, c'est aucune réponse. Pendant 30 minutes, on n'avait pas eu pas une seule réponse cohérente, en tout cas. Et donc, on lui dit merci beaucoup, c'était vraiment très utile. On va vous laisser quand même repartir maintenant. On va pas vous garder plus longtemps. Et donc, ce jeune homme, il était relativement jeune d'ailleurs, se lève et nous dit oh, merci beaucoup. Par contre, le job, je l'ai eu ou pas? Et on lui fait Ah, mais il venait pour un entretien. Et en fait, le mec avait tapé, et venait pour un entretien d'embauche, avait tapé à une porte complètement aléatoire. Et nous, on avait ouvert pensant que c'était notre ami du réseau. Et ça faisait une demi-heure que le pauvre type, il était en train de se faire questionner sur un réseau qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et il était, à juste titre, en panique totale parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on était en mode « Dis-nous s'il y a un pare-feu, dis-nous !» Et vous avez leaké toutes les informations sensibles sur cette infrastructure à cet individu. En vrai, Bravo. on l'a pas leaké parce qu'on le connaissait pas l'infrastructure, mais on aurait pu. Mais donc voilà, donc en fait, on l'a finalement ramené auprès donc de la dame qui était responsable du réseau parce qu'il venait par contre pour un entretien réseau. Elle était pas contente. Et donc, il avait tous les éléments. Il me semble qu'il a eu le job. Alors, Grâce à vous. Mais Imaginez que c'était un peu grâce à nous. Il était une demi-heure en retard à son entretien, donc en plus, elle était pas contente. Évidemment. J'imagine. mais donc voilà. Bon, je sais pas si c'est une bourde, mais c'était une histoire. C'est assez insolite, une fois de plus. Un défaut de vérification de l'identité. C'est une bourde. Allez, c'est une bourde. Toujours demander le badge des gens, en fait. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé au premier talk show du monde de la cyber. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Complètement. Superbe. Eh bien, moi aussi, j'ai passé un très bon moment à écouter toutes vos anecdotes. J'espère que notre auditoire a également passé un super moment. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire si ça vous a plu, si ce nouveau format vous plaît, puisque ce sera l'occasion de réitérer l'expérience. On ne se privera pas. Il y a encore énormément d'anecdotes à raconter et pour nous à écouter. Donc, profitons-en. Merci à vous tous et à très vite dans le monde de la cyber.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.